Salut à toi. Alors, j'espère que tout roule pour toi. Alors nous voici en road trip, moi et ma compagne. Nous sommes partis une quinzaine de jours du côté de Grenade, Séville, Cordoue, et on a traversé l'Andalousie jusqu'à Gibraltar. On est allé tout au fond, on est parti jusqu'à Cadix, quelque chose comme 3 ou 4 000 km. Il nous est arrivé quelques petits soucis, je t'en parlerai plus tard dans la vidéo. Et tout s'est bien passé, à part ça. Et on a vu de très très jolies choses. Et je vais essayer de t'en faire profiter, de te faire un petit montage sympa, où tu verras les routes. La route du silence aussi du côté de Teruel, c'est assez fabuleux. Et la descente jusqu'à Andalousie, et puis la remontée, avec toutes les belles choses qu'il y a à voir, et Dieu sait s'il y en a. Voilà. Écoute, j'espère que ça va te plaire. Je sais pas comment je vais monter ça, je vais voir ça une fois arrivé à la maison. Là on est à Cordoba, en espagnol, et j'espère que ça te plaira. Voilà, allez, je te montre ça, mais une fois arrivé chez moi. Nous voilà donc partis ce samedi matin de bonne heure, direction Saint-Lary-de-Soulan. Nous avons la chance d'habiter près de différents cols pour rejoindre l'Espagne, et cette fois-ci nous décidons de passer par le tunnel d'Arañuet côté français, qui s'appelle le tunnel de Bielsa côté espagnol. L'entrée du tunnel côté français se situe à 1821 mètres. Par contre, côté espagnol, il est de 1700 mètres. Donc sur les 3,5 km de la traversée de ce tunnel, que tu vas voir bientôt, il est forcément en pente côté français. Et il descend doucement vers le versant espagnol. Tu feras très attention quand tu traverseras ce tunnel, car sur la première moitié côté français, il y a 2 radars de chaque côté. Un pour te souhaiter bon voyage quand tu vas côté espagnol, et l'autre pour te souhaiter évidemment la bienvenue lorsque tu arrives en France. Lorsque tu arrives en Espagne, dès la sortie du tunnel, souvent il y a une différence de température qui est énorme. Et de suite, le climat change et la végétation aussi change que le côté français. Une chose aussi qui est assez impressionnante, c'est que du côté français, sur tous les versants, ça monte très rapidement, alors que du côté espagnol, ça descend par contre très lentement et en pente douce.
Nous voilà donc devant l'entrée de la route du silence, ou comme les Espagnols aiment l'appeler, et comme officiellement elle s'appelle, The Silent Route. Alors c'est quoi la route du silence, tu vas me demander? Alors la route du silence, c'est 63 kilomètres de route qui traverse plusieurs paysages qui sont tous aussi fabuleux les uns que les autres. Alors nous traversons le 1er juin ce décor féerique. Le printemps est bien installé et tout est en fleurs. C'est d'une qualité visuelle incommensurable et nous prenons une grosse claque visuelle. Aussi, lorsque tu traverseras certains villages, comme c'est une région qui est réputée justement pour les balades moto, tu verras plein de bars spécial moto et il y a vraiment une très très bonne ambiance. Et c'est vraiment très très sympa. Puisque nous sommes partis pour 16 jours et nous faisons un road trip routier, je n'ai pas voulu prendre, par gain de place et de poids, une chambre à air de rechange. Alors à ce moment-là, lorsque je me gare au niveau de cet emblème de la roue du silence, tu appelleras ça comme tu voudras, soit un chamois, soit un isard, je sais pas. Et en voulant redémarrer, je me rends compte juste après cette photo que tu vas voir que j'ai attrapé un énorme clou, un clou de plaquiste au niveau du pneu arrière. Nous sommes un dimanche matin et tout d'un coup tout devient très très compliqué. Heureusement, un motard français qui vient de Saint-Gaudens, Jean-Yves, nous voit en plein désarroi et s'arrête pour nous proposer son aide. Il a tout avec lui, une chambre à air, de quoi démonter, des monte-pneus, et on s'y met, et pendant près d'une heure, on attaque, et puis une heure après, on peut reprendre la route. Heureusement que tu étais là, Jean-Yves, je te remercie grandement. Alors nous reprenons la route sereinement, mais la loi des séries, tu connais. Je t'en dis pas plus, tu verras ça dans le prochain épisode. Ça a été un peu compliqué, mais ça nous a permis de bien avancer dans notre périple. Maintenant, il est temps de me taire et je vais te laisser admirer ce paysage féerique.
Avant tout, sur la route d'Albarracín, nous allons nous poser un petit peu et visiter les Pinares de Rodeno. Ce qui est très curieux dans ce parc national, c'est la forme géologique des ravins. Le sol des pinèdes est formé par un substrat de grès rouge qui est appelé Rodeno. Si tu as beaucoup de chance, en levant les yeux, tu pourras voir les aigles royaux. Bon, pour ma part, j'en ai pas vu, malheureusement. Mais ce décor te fait penser beaucoup à l'Utah, par exemple. Quand tu passes en moto, là, dans ce décor qui est merveilleux, c'est bluffant. Tu as vraiment l'impression d'être partout, mais sauf en Espagne. Il y a un petit air d'Amérique qui est assez fabuleux. Je te conseille vraiment, sur la route d'Albarracín, d'y passer un petit moment, de t'y arrêter et de regarder ce que la nature peut, des fois, et même tout le temps d'ailleurs, nous émerveiller. C'est d'une beauté incroyable. Je me tais et je te laisse admirer ce décor féerique. Nous quittons les Pinares pour rejoindre Albarracín. Albarracín était une destination que je voulais visiter, mais malheureusement le souci mécanique de l'épisode précédent a raccourci notre timing. Albarracín est très riche en histoire. Ce village, XIIe siècle, a été le siège de la taïfa d'Albarracín. C'était d'ailleurs le nom de la dynastie qui y régnait. Les murailles que tu vois là-haut sont de construction du XIVe siècle, qui ont été faites par les chrétiens, après la Reconquista. Ce soir, un hôtel nous attend à Cuenca, qui est situé à plus de 100 km d'ici, donc il faut avancer. Et malheureusement, donc on n'a pas le temps de s'y arrêter. Et c'est bien dommage, ce sera certainement pour une prochaine fois. La route continue et nous traversons donc des gorges, nous les longeons et ensuite nous allons prendre de l'altitude pour rejoindre la Cuenca.
On arrive à la Serrania de Cuenca, un parc national pittoresque comprenant des formations rocheuses qui sont uniques. C'est un plaisir pour les yeux à traverser cet endroit magnifique. Nous arrivons à Cuenca, où nous allons passer la nuit et le matin venu, nous allons visiter la vieille ville. Les premières origines de Cuenca datent du IIe siècle, avec les Romains, mais elle a pris son véritable essor à partir du 8e siècle grâce aux musulmans. Le pont que tu vois là date de 1533, enfin les premières traces de pont. Ceci a été refait depuis, tu peux le comprendre aisément. Mais surtout, ce que les gens viennent voir à Cuenca, ce sont les casas colgadas. Ce sont les maisons suspendues qui ont été construites entre le XIVe et le XVe siècle. Elles sont littéralement accrochées aux falaises du sud du rio Huacar. Malheureusement, il n'en reste que quelques-unes. Elles ont presque toutes été détruites. Et les rares qui ont survécu, les architectes du monde entier viennent les étudier. 200 kilomètres plus loin, on se retrouve dans un petit village qui s'appelle Ballesteros. Et là, au moment de redémarrer, on s'est arrêté pour boire un verre. Ben, on se rend compte que le pneu est de nouveau crevé. Et la première ville étant des dizaines de kilomètres, tous les habitants qui avaient au bar et au resto se sont tous mis en branle pour nous aider. Ils ont tous été adorables. C'était vraiment exceptionnel. On a pu trouver, grâce à eux, un gars qui avait le même auto que moi et qui nous a donné une chambre à air. Il nous a prêté son atelier et avec lui, on a pu remonter la nouvelle chambre à air pour pouvoir repartir. Et c'était vraiment un grand moment d'entraide et vraiment très très sympa. J'en garderai un grand souvenir. Mais malheureusement, parce qu'il y a toujours un mais, en fait, dans la panique, on a mal monté la chambre à air. Et j'ai à peine fait 2 kilomètres que cette nouvelle chambre à air a explosé. Là, tu me vois dépité. Au bout de la deuxième crevaison, j'en pouvais plus là. La troisième plutôt, j'étais vraiment au bout, au bout de ma vie, comme on dit. Là donc, nous avons dû appeler l'assistance parce que on n'en sortait plus. Qui, d'ailleurs, je tiens à les remercier, AXA, qui ont été super réactifs et qui, dans l'heure qui a suivi, nous a envoyé le camion et ensuite nous a dirigés vers un hôtel. Et le lendemain, on a pu récupérer donc la moto. En fin d'après-midi, ça a été très rapide. J'ai reçu un coup de téléphone à 15h30 que la moto était réparée. À 16h, j'avais un taxi. Là, voici l'hôtel où nous étions. Et je suis allé chercher la moto donc à Albacete et pour revenir à 8h30 à l'hôtel et nous avons repassé une seconde nuit à l'hôtel pour pouvoir repartir enfin le lendemain matin de bonne heure et surtout de bonne humeur.
Là, la photo d'Albacete où j'ai récupéré la moto, c'était sympa, il l'avait mise en vitrine parce qu'il l'a trouvée super belle. Moi, ça m'a fait très très plaisir. Et, et ensuite, j'ai fait une centaine de kilomètres donc pour rejoindre ma compagne qui, elle, m'attendait à l'hôtel. Enfin, le lendemain matin, nous pouvons attaquer notre objectif, c'est-à-dire de rentrer en Andalousie. Et nous y rentrons par le parc naturel de la Sierra de Cazorla Segura. Nous longeons le lac d'un côté et ensuite nous prenons un petit peu de hauteur pour admirer un joli point de vue une fois arrivé là-haut. Je te laisse admirer. Nous redescendons de ce parc national et nous commençons à admirer les premiers villages blancs suspendus de notre parcours et avec ces oliviers à perte de vue. Nous traversons la petite ville de Quesada et nous dirigeons ensuite vers le désert de Borafé. Pour accéder au Borafé, nous décidons de passer par un col et qui se trouve donc à la verticale de cette petite ville. Et les décors de ce col sont majestueux. Je te laisse regarder, c'est de toute beauté.
Lorsque nous descendons ce col et plus nous nous approchons du désert, plus les couleurs changent, tout devient beaucoup plus aride. Voyager, c'est souvent faire des choix. Et nous avons une journée de retard sur le planning suite à l'incident de hier et à la journée perdue à l'hôtel. Donc, nous aurions dû passer la nuit dernière à Guadix, ce qui n'a pas été le cas. Donc, aujourd'hui, nous avons dû filer droit sur Borafé, que tu vois ici sur la droite. Curieusement, l'entrée est symbolisée par ce barrage qui délimite l'entrée du désert. Borafé est un petit village qui se situe un peu plus loin. Je t'y amènerai dans le prochain épisode. Et je t'amènerai ici à Guadix et à Grenade. Et là, nous attaquons donc juste en dessous du barrage la première route qui traverse un petit village complètement typique. On commence à voir des cuevas, des maisons troglodytes. Et nous nous dirigeons vers le petit village de Borafé. Là, tu vois en descendant, puis au fur et à mesure qu'on descend, la température augmente. En fait, ce canyon où se trouve le désert de Borafé est beaucoup moins ventilé que les versants. La descente est assez vertigineuse et on en prend plein les yeux. On sent qu'on rentre dans un univers assez incroyable. Donc on arrive au petit village de Borafé où on s'y arrêtera quelques minutes pour se sustenter. Malheureusement, on avait prévu de rester beaucoup plus longtemps dans ce désert et les péripéties des épisodes précédents nous ont fait perdre beaucoup de temps. Là, il est presque 14 ou 15 heures. Et ce soir, on doit aller dormir à Grenade, qui est située à 150 km de là. Et entre-temps, on veut aller faire un tour à Guadix. Donc le temps nous est compté. Alors ce désert, c'est quoi ? C'est un paysage qui est unique en Andalousie, qui est très petit. Il s'étend environ que sur 40 km². Ce sont des formations géologiques spectaculaires qui sont appelées Badlands, avec des collines érodées par le vent et la pluie. À la base, j'avais prévu de faire 2 pistes que j'avais repérées, mais je t'avoue que les péripéties des épisodes précédents m'ont un petit peu refroidi. La loi des séries, tu connais. Et nous sommes en duo et j'avais pas prévu qu'on soit si chargé au niveau bagagerie, donc j'ai pas voulu prendre aucun risque. Et c'est surtout au niveau timing, ça passait plus du tout quoi. Donc j'ai opté pour une traversée du désert par la route, dont je te fais profiter des plus beaux moments.
Nous quittons Gorafé pour joindre Guadix, qui se situe à quelques kilomètres de Gorafé, pas très très loin. Et de suite, le temps est donné. Tu vois sur la droite, on voit des maisons troglodytes dès l'entrée. Et nous allons donc faire un petit tour dans le centre-ville. Guadix est de toute beauté. La ville a une histoire très riche qui date de l'époque romaine. Tu peux y visiter une cathédrale impressionnante d'Alcazar et des ruelles pleines de charme. Lorsque tu commandes un verre en Andalousie, on t'amène toujours des tapas qui sont énormes, qui est compris avec le prix du verre, hein. Tu n'as pas de supplément à payer. Et franchement, des fois, tu n'as même pas besoin de commander à manger tellement qu'ils sont énormes. Là, nous partons au quartier des maisons troglodytes, les fameuses cuevas, qui se situent tout en hauteur de Guadix. Donc, nous traversons cette ville qui est majestueuse, vraiment. C'est un monde à part. Et donc, nous partons donc voir ces fameuses maisons troglodytes dans la province de Grenade, qui sont fascinantes. Et, on en comptabilise à peu près 2000, qui s'étendent sur 200 hectares, qui forment un des quartiers les plus uniques d'Europe. Elles sont creusées dans une roche sédimentaire et elles datent quand même du XVe siècle. Alors certaines ne sont plus habitées et sont condamnées, mais la plupart sont toujours habitées. Et elles forment un gros quartier de ces cuevas qui offre à l'intérieur un confort qui est quand même assez important dans ce milieu assez aride où on a une température constante. Ensuite, évidemment la durabilité, hein, ça a 5 siècles, et le respect de l'environnement. Donc là, tu vois que nous sommes en haut d'une colline d'argile où sont construites ces maisons. Il faut savoir qu'à peu près dans ce quartier-là, il y a toujours 3000 personnes qui vivent dans ces maisons troglodytes, ces cuevas. Et c'est un peu anarchique, hein, un petit peu les maisons, mais c'est assez impressionnant à voir et à regarder. Je t'en ferai visiter une un peu plus tard dans la vidéo. La moto est rangée dans un garage à Grenade. Là, nous sommes le lendemain et nous partons pour 2 jours de visite dans cette superbe ville de Grenade.
Commençons la visite de Grenade par le quartier de Sacromonte, qui est situé sur la colline de Valparaiso, face à l'Alhambra et à côté d'Albacete. Sacromonte, c'est le cœur historique de la communauté gitane de Grenade. Dès le XVe siècle, après la reconquête chrétienne, des gitans, roms, mais aussi des musulmans et des juifs chassés se sont réfugiés dans cette vallée. Ils ont creusé des habitations troglodytes dans la roche, les fameuses cuevas, qui donnent au quartier son charme unique. Ces grottes, souvent peintes en blanc, sont devenues des foyers, mais aussi des lieux de spectacle. Au fil des siècles, Sacromonte est devenu le berceau du flamenco grenadin. Je fais visiter là une cuevas. L'ambiance de Grenade, c'est un mélange envoûtant de mystère et de chaleur andalouse. Les ruelles pavées vibrent d'histoire, avec des effluves de jasmin et des échos de guitare flamenca. Les habitants sont accueillants, les terrasses des cafés toujours animées. Et l'Alhambra que tu vois ici veille sur la ville comme une présence intemporelle. Nous quittons le quartier d'Albacete pour retourner plus bas dans le centre historique de Grenade. Qui dit Grenade dit forcément l'Alhambra. Visiter Grenade sans visiter l'Alhambra, c'est comme si tu irais à Paris sans passer par les Champs-Élysées ou ne pas voir la Tour Eiffel. L'Alhambra de Grenade, c'est un chef-d'œuvre d'architecture mauresque, perché sur une colline dominant la ville. Construit principalement au XIIIe et XIVe siècle sous la dynastie nasride, ce palais-forteresse combine des palais somptueux, des jardins luxuriants et des fortifications. Les points forts de l'Alhambra incluent la cour des lions, avec ses colonnes délicates et sa fontaine centrale, et les salles ornées de stucs finement ciselés et de carreaux de céramique aux motifs géométriques. Les jardins du Général Lif, juste à côté, offrent des allées de cyprès, des bassins réfléchissants et une vue imprenable.
L'Alhambra était à la fois une résidence royale, centre administratif et symbole de pouvoir, mêlant influence islamique et chrétienne, après la reconquête en 1492. Chaque détail des arches en fer, à cheval au plafond au Muqarnas, raconte une histoire de raffinement. L'Alhambra, c'est un site classé à l'UNESCO. Il te faut réserver des billets bien à l'avance, car c'est très très populaire. Prévois de les réserver entre 3 et 6 mois avant ta visite. Après 2 jours de visite à Grenade, nous quittons cette ville un peu à regret pour nous rendre vers la ville de Ronda, en passant par des petites routes andalouses sous une chaleur qui commence à peser de plus en plus. Alors aujourd'hui nous partons donc sur Ronda et on est courant l'après-midi là. Nous traversons le petit village de Villanueva de la Concepción et le massif montagneux que tu vas voir en face est le massif d'El Torcal qui est assez connu avec ses roches calcaires. Nous avons quitté Grenade sous le coup de 13h30, 14h. Là, il doit être entre 16 et 17h. La chaleur vraiment commence à peser sous les vêtements moto. Et il nous tarde vraiment d'arriver à Ronda. Mais on arrive quand même à profiter de ces beaux paysages. Alors nous arrivons à Ronda en toute fin d'après-midi. La chaleur est de plus en plus présente et le lendemain ils ont annoncé 2 jours à plus de 40 degrés. Donc on arrive à Ronda et on va de suite dans ce superbe hôtel qui se situe à l'extérieur de Ronda et on va se jeter dans la piscine pour en profiter un petit peu et se rafraîchir parce qu'on en avait vraiment vraiment besoin. Après un petit déjeuner avec des churros à Ronda, le matin nous sommes partis voir le pont de Ronda, le Puente Novo, qui a été commencé à être construit en 1751 et qui a été terminé en 1793. Le premier pont, il faut savoir, était bâti en 1735, s'est effondré, tuant une 50aine de personnes, ce qui a poussé à créer une structure bien plus solide. Tu vois, sous le pont, il y a une sorte de pièce, et cette pièce a servi de prison
euh, à une certaine époque, notamment pendant la guerre civile. Là, ce jour-là, ils avaient annoncé des températures dans les terres à plus de 42 degrés et autour de 25 degrés au bord de la mer. Donc, on décide d'écourter la visite de Ronda et partir un peu plus tôt à Gibraltar pour éviter ces grosses chaleurs. Donc, on se retrouve à visiter Gibraltar, cette fois-ci avec de l'avance. Alors, pourquoi Gibraltar? Mais parce que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Pour moi, c'est quelque chose qui... J'avais toujours eu envie d'y aller pour aller voir ce que c'était en fait. Qu'est-ce que foutaient ces Anglais perdus au fin fond de l'Espagne. Donc là, on rentre dans le territoire anglais, donc on passe la douane, on présente des passeports et tout. Bon, ça va très très vite. En moto, tu te mets à droite et t'as une file spéciale pour les scooters, les motos, et alors que les voitures, elles attendent beaucoup plus longtemps. Jusqu'à dernièrement, on traversait la piste de l'aéroport, mais depuis peu, ils ont fait ce pont. Là, ce que tu vois au-dessus, c'est l'aéroport, et on passe par-dessous la piste en fait, pour rejoindre le centre de Gibraltar, qui lui, Gibraltar est construit autour de ce fameux rocher de Gibraltar. Bien que nous sommes en Angleterre, on continue quand même de rouler à droite et non pas à gauche. Alors Gibraltar, ça compte environ 34 000 habitants. Alors ça te donne quand même une petite idée de la taille de cette petite communauté anglaise qui se trouve donc tout au sud de l'Espagne, hein, et qui fait face aux côtes africaines qu'on verra un petit peu tout à l'heure aussi. Alors tu me diras que ça n'a aucun charme comparé au reste de l'Andalousie, mais c'est complètement improbable, donc ça devient totalement indispensable à visiter. Et j'ai beaucoup aimé y aller et voir. En fait, je savais pas ce que c'était quoi, et je voulais vraiment visiter, rentrer dedans et puis voir, faire le tour de ce caillou quoi. Ça fait à peu près 6 km², je crois. Tailless monkeys. They have sharp teeth or attempt to touch them. Feel free to take photos, but please. Direction le haut du rocher du Gibraltar avec le téléphérique. Et on va aller faire un tour à cette réserve naturelle qui n'a rien de naturel. Je t'en reparle. Alors, ces singes, ce sont des macaques de Barbarie qui sont arrivés avec des navires marchands au XVIIe siècle, accrochés sans doute aux mâts des navires. Ce sont les seuls primates sauvages vivant en Europe. Ils n'ont pas l'air quand même très très sauvages. Il fait relativement chaud et il y a une grotte dans cette réserve. Donc on y va se réfugier pour se mettre un petit peu au frais.
Il y a à peu près 300 singes actuellement qui vivent sur le rocher de Gibraltar. Je t'amène faire le tour de cette petite Angleterre où il fait très chaud quand même, où on voit beaucoup d'Anglais en short qui transpirent. En fait, c'était quelque chose que je voulais vraiment voir, et puis c'est presque une hallucination collective, quoi. Moi, je te l'ai déjà dit, mais j'ai beaucoup aimé. Pour revenir aux singes et à cette réserve naturelle, je te conseille d'y aller, de monter, mais pas forcément de prendre l'entrée au parc naturel, qui coûte très cher. Je crois que c'est autour de 30 livres. Et finalement, c'est un petit peu de l'esbrouffe, quoi, parce qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. Ça se visite en même pas 1 heure, et il n'y a pas grand-chose à faire. Et si tu veux voir les singes, par exemple, et tu veux voir le panorama, pas la peine de rentrer dans cette réserve naturelle, hein. Les singes, dès que tu arrives à la sortie du téléphérique, ils sont là, et tu montes et tu vois les panoramas, donc tu peux t'éviter ça. Alors, il y a beaucoup de tunnels pour traverser cette presqu'île, et là on va arriver tout à fait au sud, et on va distinguer très très bien les côtes africaines. Beaucoup de trafic maritime aussi, et j'ai eu la chance d'apercevoir un sous-marin qui avait émergé, qui est resté un petit peu. C'est la première fois que j'en vois un en vrai qui en activité, quoi. Et franchement, c'était un bon moment, quoi. Alors tu verras quelques plages, mais il faut savoir qu'en Andalousie, du moins dans ce coin-là, l'eau est relativement froide toute l'année, hein. C'est très rare qu'elle dépasse les 20 degrés. Comme d'habitude, toujours des tunnels pour arriver à ces différentes zones, parce que le caillou, lui, il est là et tu peux pas le bouger, donc ils ont dû creuser. Et donc là, on arrive en début de soirée, et il est temps de quitter Gibraltar pour rejoindre l'hôtel et partir le lendemain matin sur Tarifa et arriver à Cadix. Alors le rocher de Gibraltar, il fait 426 mètres de haut, pour information.
Quand tu es tout en haut, c'est assez impressionnant, tu as un point de vue fabuleux. Bon, évidemment, les Anglais ne sont pas là pour rien. Hein. Ce rocher, ça a été toujours un point stratégique majeur depuis l'Antiquité. Les Phéniciens, les Romains, les Maures, les Espagnols ont tous convoité pour contrôler ce détroit, et ce sont les Britanniques qui l'ont actuellement, même si depuis le Brexit, les Espagnols essaient de les sortir pour récupérer le contrôle du détroit. Donc il est temps de quitter ce territoire anglais pour retourner en Espagne, et nous nous dirigeons donc vers de nouveau la douane, mais en sens inverse. Le lendemain matin, sur la route de Tarifa, un joli point de vue où tu vois les côtes africaines qui sont tout en face. Il y a quelque chose de surréaliste de rouler sur une route en Europe et de regarder à travers ton casque l'Afrique. J'ai bien aimé ce moment-là. Alors là, on arrive à Tarifa. Tarifa, c'est le point le plus court entre l'Europe et l'Afrique. Là, on est à 14 km à peu près des côtes marocaines. La grande originalité au bout de la presqu'île, à Tarifa, c'est à droite, tu as la Méditerranée, je te la montre, et à gauche, c'est l'Atlantique. Alors là, nous partons de Cadix, direction Séville. On retrouve les premières traces de Séville à partir du moins 6e ou au moins 8e siècle avant Jésus-Christ, ce qui est énorme. Et les premières traces remontent aux Phéniciens, qui sont attirés par le commerce via le fleuve Guadalquivir. Séville a vécu 3 grosses périodes, l'époque romaine, l'époque musulmane et depuis 1248 l'époque chrétienne. Malheureusement, elle a perdu un petit peu de son éclat au niveau économique dans le XVIIIe siècle à cause de l'ensablement du fleuve Guadalquivir, et nombreux de ces commerces ont été délocalisés du côté de Cadix ensuite. On compte tout de même 700 000 habitants en Séville, ce qui fait donc la plus grosse ville d'Andalousie.
Nous sommes restés 2 jours pleins à Séville et nous n'avons pas eu assez de temps pour tout visiter. Il faut compter à minima 3 à 4 jours. Prévoit aussi un budget en conséquence. Le prix global, et notamment des nuitées d'hôtel, sont nettement plus chers que tout ailleurs en Andalousie. Le lendemain, nous sommes partis visiter le Real Alcázar de Séville, que tu peux voir ici dans ces extraits. L'Alcázar de Séville est un palais royal d'une beauté époustouflante. Il est considéré comme l'un des joyaux de l'architecture mudéjar, et c'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Real Alcázar, c'est quand même à regarder des fois un sérieux bordel, parce que chaque époque a voulu mettre sa patte. Donc ce mélange de l'époque musulmane, la reconquête chrétienne, et ensuite les rois catholiques et leurs successeurs y ajoutent des éléments renaissance et gothique. Donc tout mélangé, des fois c'est un petit peu compliqué à comprendre et visuellement c'est un peu abstrait quoi. Mais ça reste quand même de toute beauté à visiter. Ici, la cathédrale de Séville, qui est quand même la plus grande cathédrale gothique du monde. Ce qui est impressionnant, c'est la Giralda, qui est un ancien minaret qui a été reconverti en clocher. Là, je te montre une vidéo de quelques temps à Marrakech, où tu vois un minaret qui est resté minaret en fait. Et là, on retrouve le minaret qui est devenu une cathédrale et un clocher à Séville. Ici la place d'Espagne qui a été construite en 1929 pour l'exposition ibéro-américaine. Il a été tourné quelques scènes du film de Star Wars épisode 2 et aussi de Laurence d'Arabie. En faisant des travaux pour l'exposition universelle en 1992, ils ont trouvé des ruines romaines et les ont donc aménagées pour qu'on puisse les visiter. C'est à l'Antiquarium et il faut savoir que l'entrée est gratuite si tu as déjà visité le Real Alcázar. Donc en venant avec ton billet, tu rentres gratuitement. Donc nous quittons Séville après 2 jours pleins et nous partons à un jet de pierre de là-bas à une centaine de kilomètres direction Cordoue ou Cordoba en espagnol.
le fameux pont romain de Cordoue, qui date quand même de 2000 ans. Cordoue, c'est avant tout une ambiance que tu retrouveras par ailleurs en Andalousie. Déambuler dans ces jolies ruelles, le soir tombant et d'une quiétude complètement fascinante. Cordoue, au fil des siècles, et elle est toujours actuellement une société et un décor qui est totalement multiculturel. Voici l'Alcazar des rois chrétiens que tu pourras visiter à Cordoue. Mais le joyau de l'Andalousie, c'est sans nul doute, pour ma part, la célébrissime Mesquita, qui donc se trouve à Cordoue, que nous allons visiter là. C'est une mosquée qui a été christianisée à l'époque de la Reconquista et par Charles Quint. Et Charles Quint avait demandé qu'on fasse une cathédrale à l'intérieur. Il était venu bien des années plus tard pour voir les travaux qui avaient été faits et avait été déçu. Et il leur avait dit aux architectes qu'au final, il aurait préféré la laisser telle qu'elle d'origine. Mais quand même, c'est d'une beauté extraordinaire et quand on voit le mélange de ces religions, ça ne laisse vraiment pas indifférent.
nous quittons Cordoue et son ambiance si particulière à regret, sans déambuler une dernière fois dans ces si belles ruelles. Il est temps pour nous de quitter l'Andalousie, de remonter en France et nous prévoyons donc 3 étapes avant d'arriver dans nos chères Pyrénées. La première étape sera sans grands intérêts puisque nous prenons la voie rapide pour rejoindre Madrid, ce qui totalise quand même 424 km. La seconde étape partira de Madrid jusqu'à Tudela et nous nous arrêtons un petit peu par hasard dans un village où ils commémoraient leur passé et c'était très très sympa. Je te laisse regarder. Une auberge un petit peu particulière où on s'est arrêté pour boire un verre. Je te laisse la regarder. Et on trouve le mauvais temps pour la première fois de notre périple en traversant les Pyrénées via le col de Roncevaux. Donc nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Comme moi j'ai pris beaucoup de plaisir à voyager sur cette destination qui est vraiment super. Surtout en moto, mais je te conseille vraiment d'y aller hors saison, l'été c'est intenable. Là on est début mi-juin déjà, oui. Et il fait déjà il est 10h du matin, il fait déjà 30 degrés. Donc c'est vraiment à éviter à partir de mi-juin jusqu'à fin septembre je pense, du moins en moto. Et par contre l'hiver ou à l'automne ou au printemps c'est une très très belle destination où il fera toujours bon. Donc j'espère que ça t'a plu. Et n'hésite pas à liker, ça me ferait très plaisir. Si tu as des questions, n'importe quoi, ou des commentaires, n'hésite pas, tu me les mets en bas. Et si tu as envie, tu t'abonnes. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup et je te dis à une prochaine.
Allez, ciao, merci.